EAD et développement. Ceci est une émission de vulgarisation du programme Environnement et Agriculture durable en RDC financé par l'Union européenne. Bienvenue à ce premier numéro de EAD et développement. C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant votre télévision, mais également aussi de vous savoir nombreux à côté de vos radios pour écouter ces programmes. Qu'est-ce que les financements de l'Union européenne ont apporté dans la conservation en République démocratique du Congo? De quelle manière l'ICCN et ses partenaires accompagnent les communautés à se développer autour de ces aires protégées? Voilà les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors pour ce faire, je vais recevoir sur ce plateau le Dr Cosma Wilungula. Il est le directeur général de l'ICCN avec qui nous allons partager sur ces sujets. Bonjour docteur. Bonjour. Vous vous sentez bien? Merci beaucoup. Très bien. Alors, Dr Cosma ne sera pas seul, il sera accompagné de M. Alain Huart. Il est expert et chef de mission de la cellule qui s'occupe de l'environnement et l'agriculture durable au niveau de l'Union européenne. Bonjour M. Alain Huart. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir tous sur ces plateaux. Ok, merci. Alors, pour le faire, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon collègue de la RTEC qui s'appelle Serge Gata. Bonjour Serge. Bonjour, merci. Comment vous vous sentez? Très bien. Super. Alors, d'entrée de jeu, Dr Cosma, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que les financements de l'Union européenne ont apporté dans la conservation en RDC? Merci beaucoup, Afed. Merci pour vos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. En fait, les investissements de l'Union européenne aujourd'hui est notre plus grand bailleur. Et aujourd'hui, depuis 30 ans, nous avons un accompagnement financier important de l'Union européenne qui nous aide à restaurer, à réhabiliter et à maintenir les aires protégées de la République démocratique du Congo. Alain Huart, au regard des enjeux autour de la conservation, quelle analyse faites-vous aujourd'hui des différentes actions que l'Union européenne a eu à mener dans les 5 parcs? Eh bien, l'Union européenne a investi avec l'ICCN dans des partenariats de longue durée, ainsi que le directeur Pasteur Cosma l'a dit. On parle de partenariats sur des durées de 30 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une optique projet, on se place dans la durée. Et les financements européens ont évolué et aujourd'hui, ils concernent à 50% les activités du parc proprement dit pour préserver la biodiversité, pour effectuer de la recherche, pour payer les éco-gardes, faire leur travail, pour faciliter la surveillance, et 50% pour le développement avec les communautés en périphérie du parc. Et c'est là que, se passe aussi l'enjeu, parce que la stratégie de conservation communautaire de l'ICCN prévoit une forme de cogestion avec les communautés. Et donc ce travail, cette cogestion se concrétise par diverses manières. D'une part, l'agriculture durable sédentarisée, des modèles agricoles avec l'EVA, le café, le cacao, des choses comme ça, le riz de bas-fond, aussi des graminées, des légumineuses, tout ce qu'il faut pour nourrir la famille. Et également, les communautés sont associées aux concessions forestières de communautés locales. Vous le savez sans doute, des lois sont passées récemment, du moins des textes d'application du Code forestier, et cela permet maintenant aux communautés de faire des démarches pour obtenir un document signé de la main du gouverneur de province qui leur permet de mettre en valeur ces forêts communautaires. Et donc, ça se place dans une cogestion, c'est-à-dire des forêts communautaires qui sont proches des aires protégées. Il y a une véritable cogestion avec l'approche de ICCN, et vous avez donc des populations qui se sentent plus concernées dans la protection de la faune. Également, d'une manière générale, c'est la préservation de la forêt qui est importante, parce que cette forêt est grignotée par ce qu'on peut appeler l'agriculture itinérante sur roulis, et donc c'est très important que les communautés soient structurées dans des comités locaux et qu'elles prennent conscience qu'il faut d'autres formes d'agriculture pour se développer. Enfin, je dirais une des actions majeures que l'on voit émerger aujourd'hui, c'est la fourniture d'énergie durable en provenance de l'hydroélectricité. Et donc ça permet de fournir aux populations de l'énergie pour ses besoins domestiques, mais également pour l'industrialisation, les petites PME, et également la création de parcs agro-industriels. Encore une autre loi de la RDC qui prévoit cela. Eh bien, on voit des parcs comme Virunga s'investir de manière très consistante dans la création de parcs agro-industriels, de nouvelles zones industrielles en RDC. Alain, l'Union européenne s'est permis des organisations qui sont très rigoureuses en termes de financement de projets.
vous avez accepté d'appuyer le programme de la conservation communautaire de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Qu'est-ce qui vous a poussé de faire foi à ces programmes? L'Union européenne a une longue tradition et dans ce chemin itératif, l'Union européenne s'est rendue compte, avec les situations conflit post-conflit, qu'il fallait mener des actions de financement consistantes pour sauver certaines aires protégées et donner des moyens à l'État congolais quand le budget de l'État était consacré à d'autres activités. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ainsi que dans les parcs de Garamba, de Virunga, de Salonga, Upemba Kunilungu, les actions de l'Union européenne, avec d'autres partenaires bien entendu, mais les actions de l'Union européenne pèsent lourd dans cette action de préservation de ces aires protégées, une meilleure organisation de toute l'équipe sur place qui travaille à la conservation du parc, voire même au tourisme pour accueillir les visiteurs, à l'éducation environnementale, et en même temps, une action avec les communautés, comme je l'ai dit, dans l'agriculture, dans la conservation de la forêt, dans l'utilisation de l'énergie, dans le développement économique d'une manière générale. Mais un développement économique qui fait que les populations prennent en compte la composante conservation et qu'il y a un vrai équilibre entre améliorer les conditions de vie de la population et préserver les acquis en matière de forêt, de biodiversité. Alors, Dr Cosma, la question que je vais vous poser, je la poserai également aussi à M. Alain Huart, c'est bien celle de savoir comment évaluez-vous aujourd'hui l'impact de l'agriculture durable sur la conservation? L'agriculture durable apporte aujourd'hui à nos populations le fait de commencer à quitter le terrain des chantiers bâtis. On a été trop longtemps dans l'agriculture sur brûlis. Vous savez, les gens ont détruit, les gens ont cru qu'il fallait ces feux, qu'il fallait tout cela. Ce n'est pas de leur faute, ça a été le niveau de peu de connaissances qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, quand ils savent maintenant que brûler, c'est lâcher dans l'atmosphère le dioxyde de carbone. Brûler, c'est détruire tout le micro-organisme qui existe et qui pourrait contribuer à de croissance assez agréable de leur culture. Je pense que les gens ont commencé à réaliser l'avantage. Mais cette agriculture durable apporte également le secteur beaucoup plus important, comme il a dit. Si nous appuyons la production du cacao, si on appuie la production de café, si on peut appuyer la production de ces cultures, des papayers comme au Virunga et ailleurs, qui sont directement rachetés, tant pour la chocolaterie, tant pour les noix de palme et autres, pour les savonneries et autres, vous sentez que le cultivateur, le Congolais, même agriculteur et autres, peut retrouver des ressources. Ça permet de donner un peu de moyens de substance. Ça permet de diversifier même la qualité de vie de ce paysan-là. Il peut maintenant s'acheter autre chose pour améliorer le niveau de vie de sa famille et de ses enfants. Il peut envoyer ses enfants à l'école. Il peut aujourd'hui apporter davantage de ressources pour essayer de changer même la qualité de leur propre vie. Et je crois que le programme de l'agriculture durable est réellement aujourd'hui une des solutions efficaces, non seulement pour les niveaux de vie des gens, mais ça permet de réduire et de diminuer les pressions dans le parc, les pressions dans les aires protégées. Et lorsque vous circulez autour des aires protégées, vous ressentez cet impact? Ah oui, aujourd'hui c'est une réalité. Vous pouvez vous imaginer en réalité quand vous êtes au Virunga. Les pressions ne sont plus des pressions du braconnage. Les pressions sont beaucoup plus des pressions de groupes armés afin d'accéder à d'autres mécanismes de, je pourrais dire, de trafic illégaux de ressources. Mais les populations encadrées qui reçoivent l'appui dans le cadre de l'agriculture durable, cette population est très satisfaite de leurs emplacements, de l'accompagnement qu'on leur apporte au travers de ces financements. Alain Huart, vous avez un commentaire sur cette question? Écoutez, d'abord, il y a des mécanismes de suivi, des indicateurs qui démontrent que la qualité nutritionnelle des populations autour des parcs est meilleure qu'ailleurs dans le pays, pratiquement de tous les parcs. Donc ça, c'est un indicateur clé. Une deuxième chose qu'il faut retenir, qui est très importante, c'est que ces parcs sont le symbole de la forêt à préserver. Donc la RDC joue un rôle climatique essentiel. C'est le pays le plus important du continent, avec près de 60% de la forêt
résiduelle, la forêt primaire résiduelle. Et donc, si vous voulez qu'il y ait de l'agriculture au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, et j'en passe, en Angola, vous devez préserver cette forêt. Et donc, c'est quelque chose qui est un mécanisme pour tout le monde, y compris en RDC. La préservation de la forêt est gage de terres fertiles pour tout le monde dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Et donc, ces services écosystémiques inestimables sont symbolisés par les parcs, et c'est avec eux que l'on démarre, notamment un grand parc, le Massalonga, le plus grand parc forestier au monde. Et bien donc, vous voyez que ce travail-là, si on évolue avec des populations qui vivent mieux, qui ont un meilleur niveau de vie, qui ont accès à commercialiser des produits qui sont labellisés avec une histoire de leur terroir, comme le chocolat au Virunga, qui est aujourd'hui le premier chocolat emballé vendu en RDC, le café, les VA, j'en passe, mais au moment où ces revenus démontrent que ces terres paysagères autour des aires protégées provoquent de la richesse, vous voyez que c'est une autre lecture qui va se faire. Et ça présage d'un nouvel avenir. Qui dit un nouvel avenir dit aussi ressources humaines. Il faut dire que le projet de l'Union européenne appuie aussi l'Université de Kisangani, qui est un pôle d'excellence en matière climatique, appuie aussi la réserve biosphère de Yangambi, qui est un pôle assez extraordinaire de recherche sur la forêt, avec une tour à flux qui a été installée récemment, appuie l'école d'aménagement forestier ERAIFT. Donc l'Union européenne, elle veut accompagner au maximum l'État congolais avec des ressources humaines, d'élite de haut niveau, des chercheurs, mais aussi des agents d'exécution, qui vont reprendre le relais de tout ça et qui vont s'engouffrer dans ce qu'on appelle les métiers verts. Tous les métiers qui touchent à la préservation de la forêt, à la préservation de la biodiversité et à l'agriculture durable. Comme l'a dit Pasteur Cosma, on quitte l'agriculture itinérante sur roulis et on va vers d'autres formes d'agriculture qui sont sédentarisées, qui sont plus confortables pour la femme, pour l'enfant, qui donnent des conditions de vie meilleures et qui ouvrent la porte à des revenus qui sont plus consistants. Voilà. Selon les études, il est démontré que l'agriculture sur brûlis reste une des grandes menaces pour les forêts, notamment les forêts congolaises. De quelle manière la RDC s'emploie-t-elle à lutter contre ces fléaux? Nous sommes allés à la rencontre du secrétaire général au ministère de l'Environnement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est fait pour que la RDC puisse lutter efficacement contre ces fléaux. Benjamin Toirambe, je vous prie de les suivre. EAD et développement. L'arrivée du processus RED nous aide beaucoup avec l'utilisation de bonnes pratiques de l'agriculture, ce qu'on appelle communément l'agriculture durable, avec des approches qui font que l'agriculture peut être sédentarisée. Ce sont ces pratiques durables qui peuvent nous aider à freiner cette déforestation et cette dégradation des forêts. Et c'est l'effort que le gouvernement est en train de faire. Bien que malgré que pour le faire, il faut dépendre plutôt de l'extérieur. Quand on amène un appui aujourd'hui, cet appui n'est pas durable. Donc, en d'autres termes, il faut que l'État prenne les choses en main et donner à cette population de l'espace pour continuer à travailler d'une manière durable. Des contraires, si l'État ne prend pas ses responsabilités, attendre seulement l'argent des partenaires, non. EAD et développement. Alain Huard, qu'est-ce qui est fait au niveau de l'Union européenne pour accompagner l'État congolais à s'approprier de tous ces investissements que vous avez déjà mis en place? La première chose que l'on peut dire, c'est que, par exemple, l'initiative du président de la République, 1 milliard d'arbres, est une initiative qui maintenant va rassembler toutes ces approches. Le Fonds national RED, et la RED travaille depuis une dizaine d'années sur l'agriculture durable, les projets EAD de l'Union européenne travaillent sur l'agriculture durable. Donc effectivement, il y a un certain nombre de partenaires qui ont investi parce que l'État n'avait pas suffisamment de moyens. Maintenant, il revient à l'État, pourquoi pas, de faire une meilleure coordination de ces appuis, d'organiser une meilleure harmonisation des différents partenaires, de connecter ces partenaires entre eux, de faire en sorte que dans les différentes provinces, il y en a 26, et autour des aires protégées, il y ait des coalitions de partenaires. Par exemple, à la Garamba, on voit bien le FONARED et un programme Union européenne travailler ensemble. Même chose à Salonga, dans la grande province de la Chouapa, deuxième province forestière, on voit bien un travail qui peut se faire ensemble. Et aussi, pourquoi pas, d'organiser un tableau de bord de toutes les interventions qui touchent à la préservation de la forêt, qui touchent à la RED, qui touchent à l'agriculture durable,
Et pourquoi pas de dédicacer les partenaires selon leur région. Il y a 26 provinces, il y a 145 territoires, il y a 737 secteurs, mais pourquoi pas qu'on ait un tableau de bord pour savoir qui fait bien là-bas, et que le gouvernement ait les moyens d'effectuer un comparatif pour dire voilà, les meilleurs exemples sont ici, les meilleurs exemples sont là-bas. Aujourd'hui, la RDC, c'est un très grand pays, il y a beaucoup d'expériences positives, mais le pays est très grand aussi, et se déplacer pour aller constater sur place est très coûteux et complexe. Donc du coup, un des enjeux de notre très grand pays, c'est de valoriser des expériences réussies de ci, de là, et les reproduire à d'autres endroits. Alors vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans les valeurs humaines de haut niveau qui touchent à tous ces métiers-là, de manière à ce que la RDC ait un vivier d'institutions, d'administrations qui sont capables de relever les défis, l'École nationale d'administration publique, les RAIF et bien d'autres. Et donc je pense que ça c'est un élément très important dans lequel l'Union européenne s'investit. Comme je vous ai dit, le pôle Yangambi Kisangani est un pôle vraiment d'excellence. Il faut voir aujourd'hui les bâtiments sans équivalent en RDC de l'université Kisangani, la faculté des sciences, et également le matériel de recherche qui se trouve à Yangambi, qui devient un pôle d'excellence pratiquement unique en Afrique. Donc vous voyez, ce sont toutes des choses qui s'inscrivent dans une vision moyen-long terme de consolidation de ce qui se fait. Docteur Cosma, est-ce qu'au niveau de l'ICSN, vous avez déjà pris des précautions pour assurer la pérennité de toutes ces actions? La partie Est, nous avons programmé d'avoir 6 centrales hydroélectriques dans les Virunga qui vont nous faire au moins 5 à 120 mégawatts, qui vous donnent à peu près au moins 120 000 emplois. Et autour de nos aires protégées, notre souci, c'est de pérenniser ça, comme vous venez de dire. Essayer de pérenniser ces pratiques et les bonnes pratiques. Essayer d'améliorer effectivement les conditions du travail. Demain, les aires protégées ne seront pas comme des îlots enfermés, mais les aires protégées doivent être des pôles de développement. Donc les investissements qui sont donnés aux aires protégées, effectivement, préparent un avenir. Et nous savons, tout le monde dit un jour, vous savez, les aides peuvent se terminer. Comment vous pensez effectivement faire un financement durable? Comment vous croyez demain que vous allez vous en sortir? Non, je crois que si tout cela est aujourd'hui capitalisé, si ces appuis sont accompagnés, tels que nous sommes en train de les dire, si ce mental peut être transformé, je vous dis que cela, à lui seul, est déjà un capital financier important pour pérenniser les investissements ou les aides ou les appuis actuels. Bien sûr aussi, le courant, on ne peut pas les donner à 0 francs. Ça signifie qu'il y a aussi des apports financiers qui arrivent et qui permettent d'investir encore dans le parc ou dans les aires protégées, afin qu'il y ait encore une production et un niveau de réhabilitation de ces aires protégées, un niveau assez important également de sauvegarde de toute la biodiversité, qui permettront qu'il y ait un processus qui se tient dans la globalité afin de pouvoir donner vie et la meilleure vie effectivement à tout ce qu'on est en train de faire au niveau des appuis que nous avons du financement européen et d'autres bailleurs bien sûr, mais également au niveau de nous-mêmes. C'est ça la qualification du niveau de vie qui peut venir, qu'ailleurs on appelle en fin de compte le développement. Docteur, quand vous parlez de cet appui que vous recevez de l'Union européenne pour la communauté riveraine des parcs nationaux, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez pu apporter réellement? Les appuis que nous avons de l'Union européenne sont effectivement assez multiformes. Et Aliouar vous a cité des cas. Dans les financements qui arrivent, la partie qui concerne le parc couvre non seulement le déploiement ou la création des patrouilles, couvre effectivement la tenue ou les habits que vous voyez de garde, ça porte la prime qui est payée aux gardes et tout ce qu'il y a, ça porte les études, les recherches et tout ce qu'on fait, mais également la partie qui est donnée aux communautés. C'est cette partie qui répond à des alternatives. Vous savez, cette population qui est affamée, cette population qui a besoin de la vitamine animale, cette population qui a tout ça, si on peut orienter une partie de ces financements pour les encadrer dans des coopératives d'élevage, dans des coopératives de pêche,
comme on a cité le cas du parc national de Salonga, qui est le grand parc forestier, où vous trouvez tous ces mécanismes. Si on peut aider à améliorer pratiquement la production, lieu d'une agriculture intensive qui est sur brûlis et autres, et qu'on peut maintenant avoir une agriculture à semences améliorée, avec des petits espaces, on peut produire suffisamment, vous apportez ce qu'il faut. C'est ça, ce qui est la qualité réelle. Vous savez, tout autour des aires protégées, vous trouvez toutes les structures d'hommes, non seulement les forêts communautaires, non seulement les administrations publiques et autres, mais les espaces des forêts existent. Et c'est qu'on peut orienter aux différentes activités, aujourd'hui peut être davantage rentabilisé, et il l'est déjà dans certaines régions où nous sommes opérationnels. Avec ces appuis, on voit effectivement le niveau de qualité de la production qui s'est amélioré et qui apporte déjà des appuis. Vous arrivez à Garamba, vous pouvez compter autant de nombre de puits d'eau pour accès à l'eau potable. Quand vous faites le parcours de tous ces projets, vous êtes rassuré que la population pourra s'approprier complètement de ces initiatives? Vous savez, nous ne sommes pas dans un grand pays, nous sommes dans un très grand pays, fragile de surcroît, parce qu'il est difficile à gouverner, parce qu'il y a des intérêts extérieurs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans cette case-là, mais c'est pour vous donner un petit peu la dimension du travail. Et donc également, l'implémentation de programmes ambitieux dans un pays comme celui-ci est complexe et difficile. Et donc on procède aussi par comparatif. Que fait la Banque mondiale? Que fait l'USAID? Que fait le FONARET? Que fait l'Union européenne? Et on essaie de voir, tiens, qu'est-ce qui a bien marché? Moi je dirais chez nous, avec Pasteur Cosma, la vision extraordinaire, ce sont ces partenariats. Des partenariats de cogestion, public-privé, appui budgétaire, des partenariats multiformes. À Kisangani, vous allez voir qu'est-ce qui a été fait. Dans 30 ans, vous pourrez toujours dire, cette université qui a été construite avec l'argent de l'Union européenne, elle vit, elle rayonne, elle forme des chercheurs pour la RDC, pour l'Afrique. Je sais que dans 30 ans, ça ne sera, même une brique ne sera pas enlevée. Ça sera là, intégral. Ce qui a été fait autour de Virunga, c'est déjà dans la durabilité définitive. Qui va démonter une centrale? Non. Les gens vont continuer d'utiliser l'électricité. Donc je veux dire, dans tout ça, il y a une fierté de dire, ok, nous avons fait quelque chose avec cet argent qui est original, dans un cadre partenariat original. Et ça, il faut le remettre à Pasteur Cosma, parce que cette vision originale, depuis 15 ans, c'est lui qui l'a portée, qui l'a défendue, bec et ongle contre tout le monde. Et puis après, il y a de dire, mais comment est-ce que je peux encore faire mieux? Comment est-ce que je peux améliorer encore cette approche? De manière sommaire, quelles sont les grandes actions qui ont été posées dans le cadre de l'agriculture durable? La culture de cacao est en émergence au nord Kivu et en Ituri, donc dans le nord du parc de Virunga. Elle est à ce point en émergence qu'on fabrique du chocolat et qu'on exporte des quantités importantes de cacao. C'est important parce que la RDC a un potentiel en cacao 6 fois supérieur à celle de la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao mondial. La Côte d'Ivoire étant elle-même en crise climatique, pour ne pas parler d'autres crises. Donc ça veut dire que le cacao a beaucoup d'avenir et de perspectives en RDC. Pour le café, également, donc à la Garamba, à la Fondation Virunga, et même à la Salonga, on a ouvert un centre d'achat à Huachikengo. Donc plusieurs de nos parcs travaillent dans la filière café, aident les producteurs à valoriser leur café de meilleure qualité, à le vendre à un meilleur prix et à stabiliser leurs organisations, leurs coopératives. Parce que dans le café, les coopératives congolaises sont déjà fortement avancées. Après ça, vous avez le palmier à huile. Oxfam fait des essais au sud de Salonga avec du matériel végétal de haute qualité, de manière à implanter des palmeraies qui permettent aux populations d'avoir des revenus supplémentaires et bien sûr de l'huile pour le ménage. À la Garamba également, il y a un plan de développement massif de la palmeraie. Évidemment, il y a la sycovire dans l'environnement Virunga. Donc vous voyez que le palmier à huile est un sujet qui s'aborde un peu partout. Et c'est une plante qui amène des revenus faciles, stables, constants. Après ça, vous pourriez améliorer la transformation du palmier pour la rendre moins pénible, pour avoir une huile de meilleure qualité. Et puis vous avez l'EVA. Donc aujourd'hui, l'Union européenne est en train d'imaginer un nouveau programme dans le domaine de l'EVA, que ce soit à Yangambi et que ce soit autour de Salonga, notamment dans le Sankuru, parce que l'EVA, c'est une plante associée aux cultures vivrières qui peut permettre de stocker des quantités de carbone très importantes, de placer les populations et les provinces en position de vendre du carbone dans 5, 10, 15, 20 ans, de vendre du carbone en préservant les forêts naturelles, c'est aussi des réussites.
Et je voudrais dire aussi que dans la gestion forestière, nous avons des réussites remarquables. À Louki, nous avons encadré des populations avec des moyens, des paiements pour services environnementaux, et on a découvert qu'il y a 8000 hectares de forêt en régénération accompagnés par les populations. Ça vous fait un compte énorme, j'ai compté, ça fait 1,5 million d'arbres, donc déjà dans le programme du président, vous voyez, ou 15 millions d'arbres, ça vous fait déjà une quantité d'arbres considérable. Et donc, vous voyez, c'est ça, accompagner la population pour qu'elle apprenne à mieux gérer cet environnement et à mieux le valoriser. Très bien. Donc, nous avons également eu le temps d'interviewer les chefs des sites de la Salonga, M. Pierre Kafando, qui, dans son interview, nous a confirmé que depuis les différents investissements qui permettent aux communautés de se développer autour de la Salonga, il y a eu diminution de cas d'incompréhension entre les parcs et les communautés. Donc, les relations entre les parcs et les communautés se sont améliorées. Alors, je vous invite à suivre M. Kafando. EAD et développement. Est-ce que vous pensez qu'avec ces projets, il y a eu réduction des conflits entre les parcs et les communautés? Oui, je pense parce que il y avait beaucoup de conflits, beaucoup d'accusations, mais nous avons également pris le temps de former nos éco-gardes sur les différentes approches, sur aussi la conservation communautaire. Donc, oui, ça fait que les éco-gardes aussi comprennent la nécessité de la contribution de ces communautés-là à la conservation. Et les communautés aussi comprennent un peu le rôle de ces éco-gardes-là dans la conservation. EAD et développement. Docteur Cosma, vous nous confirmez réellement qu'aujourd'hui, les conflits qui existaient avant entre les communautés et les différents parcs sont en train d'être dissipés quand même? Ça, c'est une réalité. À Salonga, il ne s'est passé pas 1-2 mois sans qu'il y ait des conflits très sérieux qui surgissaient d'une manière ou d'une autre. Mais vous pouvez voir que le niveau de compréhension, le niveau de sensibilisation, le fait d'impliquer les populations dans des programmes pratiquement qui sont exécutés au niveau de parc et l'appui de ce programme dans les zones riveraines, de l'appui de tous les financements, a permis qu'on puisse dissiper les conflits. Regardez une communauté comme les Kitawalistes au niveau du parc national de Salonga. Aujourd'hui, c'est le chef kitawaliste qui vient ici et me dire déjà, je veux vous accompagner dans la lutte contre l'exploitation pétrolière dans le parc de Salonga. Okay. Vous voyez des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Demain, ce sont de grands chefs, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu et ailleurs, tous ceux qui restent encore dans les intérêts réels, dans ces relations de la conservation communautaire vraie, ce sont eux qui viennent même tirer l'ICCN. Nous avons encore vu. Est-ce que vous pouvez annexer cette partie de la forêt, même dans le parc, parce que nous voyons beaucoup d'animaux qui se réfugient ici. Ça ne pouvait jamais exister. Et ça commence à nous encourager. Aujourd'hui, l'agriculture durable peut être considéré comme une alternative plausible pour mieux occuper les communautés à ne pas toucher beaucoup plus aux aires protégées ou bien aux parcs, mais tout en se développant de manière intégrale. Alors, tentative de réponse avec M. Willy Bitoussi. EAD et développement. Ce qui est en train d'être fait, c'est de promouvoir des modèles agricoles qui empêchent le paysan à pouvoir pratiquer l'agriculture sur brûlis. Alors nous sommes en train de promouvoir un modèle agricole de sédentarisation de paysans. Et donc la fertilisation se fait sur de vieilles terres qui sont exploitées d'une manière telle que chaque année les paysans ne se sentent pas obligés d'aller à la conquête de nouvelles terres. Et donc avec ce monde de production qui sédentarise le paysan sur le
le même terre. Il y a donc à attendre que le paysan ne continue pas à envahir le parc comme ils ont l'habitude de le faire actuellement. Combien de ménages vous appuyez? Il y a environ 4500 ménages qui sont appuyés actuellement, 4500 ménages plutôt qui sont regroupés en 150 CLD, mais nous pensons que d'ici fin de cette année, nous pouvons arriver autour de 6000 ménages. EAD et développement. Alain Huart, vous avez un conseil à donner à l'ICCN qui est à vos côtés. Si jamais il faut maintenir ce rythme, qu'est-ce qu'il faut faire? L'ICCN a su innover avec ses partenariats, diversifier, et il faut continuer d'apprendre les leçons de ces partenariats. Il faut faire les plus et les moins. Il faut rectifier les partenariats qui ne seraient pas les plus optimaux, et il faudra en initier d'autres. De même, l'ICCN a mis sur pied une stratégie de développement communautaire. J'étais à Garamba et à Virunga et j'ai vu les leaders ICCN dans les équipes de management qui connaissent parfaitement ces outils, ces stratégies, qui essayent de les mettre en place avec des moyens limités. Je conseille à l'ICCN d'obtenir des partenaires plus de moyens pour mettre en œuvre sa propre stratégie, de manière à être dans une pérennité de sa propre stratégie de développement communautaire. Il est vrai qu'on voit des partenaires travailler avec les communautés, mais cet ancrage avec l'ICCN pourrait être plus fort et je conseille que ça puisse évoluer. Je conseille également à l'ICCN d'aller vers les entités provinciales. Chaque province va devoir contribuer à la contribution déterminée selon les accords de Paris et selon l'alignement de l'RDC aux accords de Paris. J'ai parlé tout à l'heure du projet 1 milliard d'arbres. Le FONARET, monsieur le pasteur Cosma, nous en a donné un mot aussi. Donc vous voyez, il faut aller vers encore plus de convergence. Ça demande de l'énergie. Ça demande de l'ouverture, ça demande du temps, ça demande beaucoup de choses, mais il faut que nous puissions harmoniser les différentes interventions. Je vois clairement un rapprochement entre les actions de FONARET dans les provinces avec ceux de EAD au travers de l'ICCN. Donc je recommande à l'ICCN, puisqu'ils sont sur cette bonne voie, de diversifier les partenariats, d'ouvrir la porte à d'autres partenariats et de cultiver ce partenariat avec les communautés qui est en train d'évoluer et qui montre des résultats. Pasteur, je voudrais avoir un mot sur les perspectives avec l'agriculture durable autour des aires protégées. Non, le mot c'est de dire merci et nous encourageons, nous croyons que nous devons travailler davantage avec nos bailleurs, avec nos partenaires, avec toute la diversification, comme vient de dire Alain, de diversifier les acteurs. Nous devons tenir à cette agriculture durable. C'est un moteur réel pour le développement. Ça donne de l'espoir aux gens, ça donne cette durabilité et ça permet en fait d'améliorer toutes les conditions de vie. C'est une des solutions aujourd'hui qui répond mieux et je crois que même demain, elle répondra davantage mieux. Voilà. Docteur Cosma, merci beaucoup. Alain Huart, merci également pour votre disponibilité. Merci aux auditeurs et aux téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Nous vous fixons un nouveau rendez-vous la semaine prochaine ou le mois prochain avec de nouveaux invités. Cette fois-là, peut-être pour parler de la foresterie communautaire, mais pourquoi pas aussi parler d'autres aspects de la conservation communautaire avec l'ICCN et ses partenaires. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. EAD et développement. Ceci est une émission de vulgarisation du programme Environnement et Agriculture durable en RDC financé par l'Union européenne.